L'Égypte progresse dans sa stratégie vers la construction d'un État numérique en cherchant à renforcer et à développer l'infrastructure des technologies de l'information et de la communication. Ces plans ont été mis en place pour réaliser cet objectif. L'État poursuit ses efforts de transformation numérique à travers une vision intégrée et globale, efforts visant à créer une communauté connectée numériquement à l'aide des applications technologiques de la vie quotidienne. Le but est que l'Égypte puisse emboîter le pas au développement successif lié au recours aux technologies de l'information dans les différentes activités économiques et sociales et au soutien du commerce électronique. L'objectif de l'État est la transformation numérique du gouvernement qui contribuera à améliorer le travail à l'intérieur de l'appareil administratif étatique pour devenir efficace et renforcer les valeurs de transparence, de responsabilité et de contrôle. Selon des récents chiffres annoncés par le ministère des Communications, ce secteur a enregistré un taux de croissance de 16,7% durant l'exercice 2021-2022. Le citoyen est au centre de l'intérêt de l'État dans tous les projets de transition numérique qui visent à fournir des services gouvernementaux numériques qui économisent le temps comme les efforts. Plus de 165 services gouvernementaux ont été lancés sur la plateforme numérique de l'Égypte et nombre de projets ont été exécutés dans les secteurs de l'agriculture, de la santé, de l'enseignement supérieur, de la justice, du logement et de la construction. Il est à rappeler que l'Égypte a progressé dans l'indice de l'état de préparation du gouvernement numérique 2022, récemment publié par la Banque mondiale, l'Égypte étant classée parmi le groupe des pays leaders en matière de gouvernement numérique, avec la classification A, qui est la catégorie la plus élevée de cet indice. L'Égypte a eu la notation ou le classement A dans cette catégorie par rapport au continent africain concernant les gouvernements numériques ayant effectué avec succès la transformation numérique. Nous avons 165 services gouvernementaux ayant été transformés en services numériques et l'Égypte aspire à intégrer et adhérer au marché européen grâce à ces réseaux. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Nadim Samna, qui est expert en économie. Dr Nadim Samna, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Dr Nadim Samna, la transformation numérique et les efforts de l'Égypte et la vision égyptienne vis-à-vis de cette transformation. Tout d'abord, l'Égypte a eu le classement A concernant les gouvernements numériques et les transformations par rapport à tous les pays africains. On aimerait en savoir plus sur ce classement. Ça permet au gouvernement de se mesurer en termes de transformation numérique. Vous savez que c'est une priorité pour tout le gouvernement. C'est le meilleur moyen de combattre la corruption, c'est le meilleur moyen d'améliorer les services rendus aux citoyens. C'est le meilleur moyen aussi d'améliorer la qualité des services, d'augmenter leur nombre. Et c'est une réponse à plein de points soulevés par les citoyens, et ça permet aussi voilà, en fait, toute la partie de transformation numérique, c'est aussi récupérer des données sur les citoyens, pouvoir coordonner tous ces services. En tout cas, le classement A, ça prouve quand même la volonté du gouvernement égyptien de vraiment aller vers la transformation numérique. 165 services gouvernementaux ont déjà commencé leur service numérique. Pour avoir des réseaux complets reliant l'Égypte aux autres pays africains et au marché européen, de quoi aurait-on besoin ? Par rapport à la transformation numérique ? Oui. Là, on voit bien que tout ce qui est commerce, c'est très important aujourd'hui de présenter la demande d'import ou d'export via la fenêtre NEF, la fenêtre, on va dire, gouvernementale. Et
et ça permet de réguler cette partie de commerce extérieur, que ce soit avec l'Europe ou avec l'Afrique. Hein. Et ça permet aussi de bien vérifier la qualité et le contenu de la marchandise qui a été importée ou exportée. De toute façon, ce que nous on exporte, c'est un autre pays qui importe. Donc il faut que les informations soient exactement les mêmes de deux côtés. Donc en tout cas numériser ce processus ou ces opérations permet d'augmenter la qualité et la quantité du commerce avec les autres pays. À votre avis, est-ce que digitaliser tous les services du gouvernement et digitaliser le pays, ceci constitue un défi quant à la bienveillance qu'on accorde au climat, au changement climatique et à l'environnement? Ça, on va dire, ce sont les objectifs en deuxième temps. C'est-à-dire que le gouvernement, il a commencé la transformation numérique depuis quelques années déjà. Donc là, aujourd'hui, on commence à proposer des services numériques, mais on s'est rendu compte qu'il faut déjà numériser les données, parce qu'il y avait beaucoup de données qui étaient dans des archives papier. Donc il y avait tout ce processus de numérisation des données. Il y avait aussi une partie de nettoyage des données. C'est parce que, voilà, ce qu'on prend une armée de personnes pour entrer des données dans les systèmes informatiques, il y a toujours des erreurs, il y a toujours des incohérences. Et puis même dans les archives papier, il y avait aussi des incohérences parce que les archives papier étaient placées, on va dire, pas forcément dans les meilleures normes possibles. Il y a eu des incendies, il y a eu des détériorations de toutes ces archives. Lorsqu'on parle de données de 110 millions de personnes, ça représente un très grand nombre. Donc là, aujourd'hui, on arrive à proposer quand même des services assez complets, c'est-à-dire que chaque personne qui se connecte avec son numéro de téléphone qui lui est attribué, il voit tout de suite sa carte d'identité, s'il est, par exemple, dans une société, s'il est actionnaire dans une société, il va voir son permis de conduire, il va voir plein de services qui font partie, on va dire, des services étatiques, des services que l'État offre à ses citoyens. Il va pouvoir présenter ses demandes pour des procès, par exemple, il va pouvoir suivre ce procès, il va pouvoir faire plein de choses. Mais pour qu'il puisse faire ça, il fallait déjà fiabiliser les données. Donc, c'est pour ça que ça prend beaucoup plus de temps. À présent, tout doit s'effectuer à travers la facture électronique. Quel est l'intérêt d'avoir une facture électronique pour prouver toutes les transactions devant se dérouler dans le pays? Déjà, ça permet une fois qu'on a numérisé, les transactions, ça permet d'avoir des états financiers beaucoup plus faciles. Ça permet à l'État aussi de réconcilier les transactions, on va dire, entre les différentes entreprises. Ça permet de faciliter aussi d'autres services, et tout ce qui est relation avec les banques, tout ce qui est... En fait, les avantages de la transformation numérique sont innombrables. Donc aujourd'hui, dans cette phase de changement, il y a bien sûr des personnes qui sont un peu perdues parce qu'ils n'ont pas forcément la bonne formation. Il y a quand même, comme vous citez, 165 services différents. Il y a une courbe d'apprentissage, il faut apprendre comment ces services déjà sont faits. Et je pense très bénéfique aussi pour l'État parce que tous ces services, ça dépend des processus opérationnels et qui n'étaient pas forcément formalisés. C'est-à-dire qu'on ne savait pas exactement comment ça se passait parce que il n'y avait pas d'écrit. Donc on a réussi à faire ça et la deuxième étape, c'est optimiser tous ces processus et puis on se rend compte qu'il y a des étapes, par exemple, qui ne sont pas nécessaires ou qui peuvent être
automatisés facilement, il y a peut-être des points de contrôle aussi qui manquent. Donc ça permet d'optimiser vachement tout ce qui est, tout ce qui concerne les services rendus par l'État. Mhm. Euh, euh, Au niveau des Égyptiens se trouvant à l'étranger, un des objectifs de l'État, c'est de les relier avec tous les sites et les services gouvernementaux numériques de manière à leur faciliter l'accès à leurs droits et de manière à mieux recevoir les services d'une manière numérique. Est-ce que ceci nécessite une infrastructure supplémentaire? Est-ce que c'est un projet qui doit se dérouler dans un avenir proche ou est-ce que ça va prendre du temps? Alors, on a déjà l'expérience des élections. C'est-à-dire que quand il y a eu des élections, il y a des Égyptiens qui sont enregistrés au consulat égyptien dans les pays étrangers. On a leurs données et ils reçoivent, on va dire, la documentation liée aux élections et ils peuvent voter aussi de manière, pas vraiment électronique, mais en tout cas par la poste. Donc ça, c'est une première étape. Et une deuxième étape, c'est pouvoir lier des données on va dire, de ces citoyens égyptiens qui résident à l'étranger en Égypte. Aujourd'hui, il faut un numéro de téléphone égyptien, il faut un compte bancaire égyptien. Donc la deuxième étape dans ce service-là, pour pouvoir intégrer les Égyptiens vivant à l'étranger, il faut intégrer aussi, pour ceux qui veulent, des numéros de téléphone étrangers, des comptes bancaires à l'étranger. Mmh. Quel serait le rendement au niveau économique de cette transformation numérique complète et tellement avancée? Le rendement économique, il est immense, parce que d'une part, on va éliminer une bonne partie de la corruption. En tout cas, la corruption simple, mais ça va éliminer la corruption. Ça va accélérer toutes les transactions. Ça va diminuer aussi le coût de beaucoup d'opérations. Est-ce que ceci va nous permettre d'effectuer davantage de transactions avec l'étranger? Ça va nous permettre d'effectuer davantage d'accords, par exemple? Tout est possible. Là, à partir du moment où on facilite la vie à tous les citoyens, bien sûr. Si c'est les mêmes citoyens vont pouvoir correspondre en plus avec l'étranger, avec ceux qui veulent. Il y a aussi, quand des investisseurs étrangers viennent et qu'ils voient qu'il y a déjà des services numériques aussi étendus, riches avec l'État, ça va leur faciliter la décision de venir investir en ligne. Oui. Je profite de votre présence et au niveau technologique ou au niveau nouvelle ère ou nouvelle époque, on parle à l'heure actuelle de la devise comme Bitcoin et on parle du crypto et on parle d'autres modalités de finance. Et en même temps, on lit des articles qui sont très sceptiques vis-à-vis de ces phénomènes ou de ces devises. Qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, là, toutes ces devises un peu nouvelles, un peu électroniques, manquent de régulation. C'est vrai qu'on ne peut pas savoir l'avenir de ces devises. Et puis, il y a eu beaucoup d'opérations de malencontreuses où il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent. Donc là, la faillite d'une entreprise comme FTX, ça fait perdre des milliards de dollars à beaucoup de gens. Donc ça prend avec beaucoup de précautions. C'est sûr, ceux qui veulent investir dans ces monnaies électroniques, moi je ne le recommande pas personnellement, mais c'est possible. Mais au moins qu'ils le fassent sur des tout petits montants, qu'ils ne placent pas beaucoup d'argent sur ces supports.
Et probablement que l'État va devoir réagir, vont devoir émettre leur propre devise électronique et ils vont devoir aussi réguler tout cet argent-là qui circule. Jusqu'à ce jour, on ne peut pas vraiment prédire l'avenir de ces monnaies électroniques. Au niveau technologique, est-ce qu'il y a un moyen de s'assurer de la véracité, de la crédibilité de ces monnaies ou est-ce que les infrastructures au niveau mondial ne sont pas encore prêtes? Après, là, c'est pas lié tellement à, on va dire, à ces monnaies électroniques, mais je veux dire, là, il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent dire, ah oui, on fait tel produit ou tel autre produit. Ils peuvent même faire visiter des usines, faire visiter des installations, mais en fait, il n'y a rien. Enfin, il y a toujours un risque en fait, que ce soit des entreprises criminelles qui récupèrent l'argent et qui proposent rien. Donc c'est pas une question de technologie. Hein. Je veux dire, là, c'est vraiment... Là, on a entendu parler de beaucoup d'histoires en Égypte, surtout dans on va dire les régions rurales où des personnes ont promis une merveille à des citoyens, ils leur ont donné de leur argent et des économies, et puis ces économies se sont évaporées. Et c'est pas du tout lié à des monnaies électroniques. Et au niveau de l'infrastructure dans les communautés rurales, au niveau de l'infrastructure dans les régions éloignées, je veux dire le Sinaï par exemple en Haute-Égypte, à votre avis, est-ce que la digitalisation de ces endroits, la plateforme numérique pourrait les inclure dans un avenir proche? J'espère que c'est déjà le cas. J'espère que c'est déjà le cas. Et c'est vrai que être dans les régions désertiques où c'est possible que on va dire, les services de l'État ne soient pas présents de manière aussi dense que dans les villes, ça laisse un sentiment à des citoyens qui sont un peu loin des services de l'État. Et le fait d'avoir une connexion Internet par n'importe quel moyen et donc accéder aux services numériques de l'État, ça va permettre de sortir que l'État, au final, est assez proche. Donc ça va forcément contribuer à renforcer la relation entre l'État et tous les citoyens, même ceux qui sont, on va dire, isolés. Est-ce que ceci nécessiterait de nouvelles formations, nécessiterait de nouvelles disciplines mises en vigueur et divulguées, qui ne soient pas consacrées uniquement à ceux qui veulent étudier les communications ou la science des ordinateurs, mais que ce soit intégré partout, de manière à desservir tous ces réseaux? Je pense qu'aujourd'hui, tous les jeunes doivent avoir une culture numérique, une culture informatique forte. Je veux dire, il faut admettre ça, il faut que tous les jeunes fassent un effort pour améliorer leurs compétences informatiques. Après, il y a les personnes âgées où c'est un peu compliqué pour les intégrer dans cette révolution numérique, mais pour les jeunes, il faut absolument qu'ils s'y mettent. Mais au niveau des programmateurs, au niveau des professionnels qui vont mettre en place tous ces réseaux, à votre avis, est-ce que ceci va faire en sorte qu'il y ait de nouvelles disciplines plus divulguées dans les universités et les instituts? J'espère bien, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, être ingénieur informatique, c'est un métier en très très forte demande, et puis même il y a des pays européens qui proposent des offres d'emploi aux jeunes égyptiens et le font partir. Donc là, il y a une perte de cerveau à ce niveau-là pour l'Égypte. Mais c'est sûr, là, toutes les universités aujourd'hui doivent avoir des sections de, on va dire, ingénierie informatique. Et puis il y a d'autres disciplines aussi qui sont liées à cette révolution numérique. Et il faut augmenter beaucoup ces formations, c'est sûr.
Pensez-vous qu'il serait mieux d'essayer d'envisager de nouveaux programmes scolaires dès maintenant, puisque l'Égypte déploie des efforts aussi importants pour la numérisation du pays et créer de nouvelles plateformes? Après, le plus qu'on peut faire, je veux dire, plus on fait, mieux c'est. Hein. Là, c'est de manière très, très claire. Donc, si on arrive à mettre en place des cours informatiques pour tous les écoliers, si on arrive à équiper toutes les écoles d'Égypte, donc déjà, il y a eu la distribution de claviers numériques. Donc, ça, c'est déjà une énorme étape. Donc, il y a une infrastructure qu'il faut, on va dire, d'Internet qu'il faut suivre aussi. Mais aujourd'hui, c'est acquis. Tous les écoliers doivent avoir un support électronique et ce support va les aider à apprendre et à augmenter leurs compétences informatiques. Est-ce que ceci nécessiterait que toute la région aille de pair de manière à faciliter la communication avec les voisins? C'est-à-dire si un pays est suffisamment développé au niveau numérique et que les voisins avec lesquels il a affaire dans plusieurs secteurs n'ont pas exactement la même infrastructure, est-ce que ceci va empiéter sur le progrès du pays même? Après, tous les pays avancent dans ce domaine. Il y a des pays qui avancent un peu plus vite que d'autres, mais que les pays doivent on va dire, inclure tous les citoyens dans la révolution numérique. Docteur Nadim Samna, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire que des services sont beaucoup meilleurs offerts dans ce secteur et le ministre des Communications et de la Technologie de l'Information, Amr Talat, a souligné l'intérêt du ministère pour le dossier des Égyptiens qui se trouvent à l'extérieur, qui se trouvent à l'étranger, de manière à leur permettre un meilleur accès aux services, aux transactions et aussi d'être mieux reliés à leur pays et à leur gouvernement. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le ministre des Communications et de la Technologie de l'Information, Amr Talat, a souligné l'intérêt du ministère pour le dossier des Égyptiens de l'extérieur en s'articulant sur deux axes principaux. Le premier est de permettre aux Égyptiens de l'étranger de recevoir leurs droits et services auprès du gouvernement égyptien d'une manière facile et numérique, sans effort. Et le deuxième consiste à bénéficier des sciences et expériences des expatriés égyptiens spécialisés dans les domaines des communications. Une application mobile serait lancée en la liant à un outil de signature électronique pour permettre aux Égyptiens établis à l'extérieur d'obtenir les services numériques d'Égypte, s'élevant jusqu'à présent à 170 services gouvernementaux, et ce depuis leur lieu de résidence sans être obligés de se rendre au consulat. Un accord a été conclu entre la poste égyptienne et la poste des autres pays pour acheminer un document sur le service requis par le citoyen à son lieu de résidence. L'Égypte a progressé dans l'indice de l'état de préparation du gouvernement numérique 2022, récemment publié par la Banque mondiale, l'Égypte étant classée parmi le groupe des pays leaders en matière de gouvernement numérique avec la classification A qui est la catégorie la plus élevée de cet indice. L'Égypte consacre et déploie des efforts importants pour la numérisation, la digitalisation du pays. Il faut dire que l'État poursuit les efforts de transformation numérique visant à créer une communauté connectée au niveau numérique à l'aide des applications technologiques de la vie quotidienne. Le but est que l'Égypte puisse emboîter le pas au développement successif, au recours aux technologies de l'information dans les différentes activités économiques et sociales et au soutien du commerce électronique. L'objectif de l'État est la transformation numérique du gouvernement qui contribuera à améliorer le travail, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle régionale et internationale.
mondiale, mais toutefois sous la tutelle de la transparence ou sous le code de l'éthique de la transparence et des responsabilités de contrôle. Et selon les récents chiffres annoncés par le ministère des Communications, ce secteur a enregistré un taux de croissance de 16,7% durant l'exercice 2021-2022. Sur ce, mesdames et messieurs, nous parvenons au terme de notre rencontre. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée, bon week-end et à la prochaine.